Alors, quand on regarde des graphiques et des courbes de la pandémie et de la façon dont elle a touché la population, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a que les régions sont touchées de manière très différente et très homogène pour une seule raison. On voit très bien, par exemple, que les pays et les régions les plus touchées par cette pandémie depuis le début de l'année 2020, ce sont l'Amérique du Nord comme du Sud, avec un certain nombre de pays comme les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, mais aussi le Pérou, qui sont extrêmement affectés par ce Covid, et ce depuis plusieurs mois, et qui ont à la fois beaucoup de cas de Covid déclarés, mais également beaucoup de décès liés au Covid. Et puis de l'autre côté de l'échelle, vous avez des pays et des régions qui paraissent totalement protégés. Il y a bien sûr un certain nombre de pays d'Afrique qui sont quasiment pas touchés par le Covid, tant en nombre de cas décelés, mais on pourrait dire qu'ils ne testent pas qu'en nombre de décès. Et puis vous avez également les pays d'Asie, et la plupart des pays d'Asie, alors démocratie ou pas, quel que soit le régime politique, quel que soit l'âge de la population, qu'elle soit vieillissante ou plus jeune, on s'aperçoit que les pays d'Asie, alors même que la pandémie est partie plutôt de cette région-là, sont relativement peu affectés. Alors on a beaucoup discuté, beaucoup échangé ces derniers mois sur les chiffres et la validité des chiffres qui sont donnés. Somme toute, quand on regarde comment les pays d'Asie sont affectés, quand bien même on multiplierait par 10 ou par 100 les chiffres qui sont annoncés, on n'arriverait pas encore au niveau des pays européens ou des États-Unis. Donc on s'aperçoit qu'on a vraiment une approche régionale de cette pandémie. À l'inverse, la question économique est plus différente. Évidemment, les pays qui ont été les plus touchés sont aussi ceux qui souffrent le plus des conséquences économiques de cette crise ou de cette pandémie, pour une raison simple, c'est que c'est souvent ceux qui ont le plus confiné ou alors qui ont vu, de par la pandémie, leurs activités les plus affectées. Mais ça n'est pas tout, ça n'est pas le seul curseur que cette pandémie. Il n'y a pas une corrélation directe entre la gravité de la pandémie et la situation économique, et on voit une différence très nette, par exemple, entre les pays européens et les États-Unis, alors même que les États-Unis ont été plus durement touchés. Donc il y a un effet confinement, et puis il y a un effet aussi dépendance de son commerce extérieur. C'est vrai que les pays européens étant beaucoup plus ouverts, au moins entre eux, sur le marché unique que les autres pays, les États-Unis étant, contrairement à ce qu'on imagine parfois quand on voit la guerre commerciale qu'a initiée Trump, les États-Unis restent un pays plus fermé que les pays européens, et bien moins dépendants des échanges internationaux. Ils ont peut-être moins subi l'effet commerce international ou récession et baisse du commerce international du fait de cette pandémie. Ce qu'on peut constater aujourd'hui sur cette pandémie, c'est qu'on a eu plusieurs phases. On a eu 3 phases à l'heure actuelle. On en aura probablement 2 qui vont suivre. La première phase, bien, c'est le choc de l'offre, avec une économie chinoise qui se met en quarantaine, qui ralentit, les usines qui ferment parce que le Covid est arrivé chez eux. Dans une deuxième phase, on a ce qu'on a appelé le choc de la demande, qui est lié au confinement. Un certain nombre de populations dans nombre de pays sont enfermées, confinées et ne peuvent plus consommer. Et puis on s'est aperçu à partir de l'été qu'on allait aussi vivre une période d'incertitude. C'est-à-dire, une fois le confinement terminé, le virus n'avait pas cessé de circuler, et donc il y avait un risque de deuxième, voire de troisième vague. C'est ce qui s'est passé en Europe, c'est pas du tout ce qui s'est passé en Asie, où il n'y a pas eu de troisième ou de deuxième vague, et où visiblement le virus a disparu. Donc ça, c'est l'incertitude, et l'incertitude, elle pèse sur la reprise économique qu'on nous annonçait très rapide, et qui va être plus longue à venir, parce que dans l'incertitude, on ne consomme pas, on n'investit pas, et donc la croissance et l'économie ne repartent pas. Et enfin, on risque d'avoir dans les mois qui viennent 2 autres événements, très probablement la reprise, et une reprise qui pourrait être assez rapide. C'est ce que semble nous indiquer le redémarrage des pays asiatiques, et c'est ce que semble nous indiquer aussi ce qui s'est passé cet été dans un certain nombre de pays qui déconfinaient. Et probablement un petit peu plus tard, on va se poser la question des crises de la dette, parce que les dettes publiques et de fait les dettes privées vont fortement augmenter ou augmentent fortement dans cette situation de Covid, et on peut imaginer que ça pèsera, crise financière ou pas, mais en tout cas ça pèsera dans les années qui viennent sur l'économie mondiale.
Alors, au début de la pandémie de Covid, les économistes étaient très embêtés sur la reprise parce qu'on n'était pas dans une crise économique classique. Il n'y avait pas eu de krach financier, il n'y avait pas eu un problème économique qui avait entraîné cette crise. C'était une pandémie, un problème sanitaire, et les politiques qui ont été, ou les décisions qui ont été prises pour répondre à cette crise sanitaire qui entraînait une crise économique. Donc, devait-on comparer cette crise économique à ce qu'on avait vécu en 2008? Certainement pas, puisqu'on n'était pas du tout dans la même situation, à une guerre, et donc allait-on se retrouver dans un après-guerre? C'était très compliqué, et puis il y avait un contexte aussi, un contexte de mouvements sociaux d'avant-crise, un contexte de démondialisation, de repli sur soi, de guerre commerciale, qui laissait un petit peu douter de ce qu'allait être la reprise. Les organisations internationales et la plupart des marchés financiers d'ailleurs pariaient sur une reprise très rapide, ce qu'on appelle la reprise en V. Les analystes un peu plus pessimistes annonçaient une reprise en W, une reprise en L, enfin une reprise en U. On avait différents scénarios. On semble, au vu de ce qui s'est passé cet été et de ce qui se passe en Asie, on semble s'orienter vers une reprise assez rapide. Malgré tout, il ne faut pas oublier que les secteurs d'activité ont été touchés de manière très différente par cette pandémie. Vous avez les secteurs qui ont été affectés par le confinement et le fait qu'on enferme les consommateurs qui ne pouvaient plus consommer, ou on ferme un certain nombre de magasins. C'est le cas de votre librairie de quartier, c'est le cas également de l'ensemble des commerces qui ne sont pas de première nécessité et qui ont été fermés pendant le confinement. On peut imaginer que les bonnes vieilles habitudes vont revenir très vite et que ces commerces vont récupérer très rapidement. On peut même imaginer que on consommait assez peu dans ce petit commerce et puis que finalement on se sera attaché à leur fermeture et qu'on aura envie de consommer plus. On peut espérer un rebond rapide, voire des taux de croissance qu'ils n'avaient pas connus et un dynamisme qu'ils n'avaient pas connu avant le Covid. Le deuxième type de secteur, c'est les secteurs qui ont été affectés par le repli sur soi et par le fait qu'on n'a plus voyagé, mais aussi par le fait que quelque part cette pandémie nous questionne sur nos modes de vie, et là la question de la reprise est plus difficile à trancher, parce que est-ce que on va recommencer de vivre comme avant, avoir envie de voyager, avoir envie d'échanger comme on le faisait par le passé, ou est-ce qu'au contraire on va vraiment être dans une remise en cause profonde de nos modes de vie, et auquel cas ces secteurs d'activité se retrouveront obsolètes et devront se reconvertir. Et là on s'aperçoit que la pandémie n'a fait qu'accélérer des mouvements qui étaient déjà latents dans nos sociétés. La critique du transport aérien, c'est quelque chose qui n'a pas attendu le Covid-19 pour exister, surtout chez les jeunes générations, de la même manière que la mondialisation et la démondialisation et la tentation de repli sur soi, c'est quelque chose qui prévalait avant la pandémie. Donc là, c'est difficile de savoir ce qui va se passer pour ces secteurs, mais il y a des risques, somme toute, que le redémarrage soit compliqué, voire qu'un certain nombre d'entreprises dans ces secteurs aient de graves difficultés à dépasser la crise qui a commencé et qui va se poursuivre. Vous avez des secteurs qui ont été relativement épargnés, la distribution de produits de première nécessité, alimentaires, etc. On a continué à se nourrir, on a continué à consommer. Donc on peut imaginer que tous ces secteurs, le secteur agricole ou autre, ont un petit peu subi, il n'y a pas des secteurs totalement épargnés, mais vont récupérer assez rapidement et ont finalement traversé cette crise avec en minimisant les pertes. Et puis vous avez des secteurs qui ont vraiment bénéficié de cette pandémie, comme tout ce qui est tout le secteur du numérique, avec le développement du télétravail, des échanges en ligne, des conférences en ligne et autres. Et ça, on peut imaginer que, outre le fait qu'ils sortent renforcés et encore plus légitimés de leur côté indispensable dans notre vie quotidienne, on peut imaginer que ces secteurs sortiront renforcés et se renforceront encore plus à l'issue de la crise et seront probablement, pour ce qui concerne les entreprises, les grands acteurs non étatiques, on va dire, de nos lendemains. Au-delà des conséquences économiques, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder les conséquences géopolitiques. Et au fond, on s'aperçoit, quand on regarde les graphiques de la façon dont a été affecté le monde par cette pandémie, mais aussi les conséquences économiques de cette pandémie à partir des prévisions de croissance qui ont été annoncées au mois d'octobre par le Fonds monétaire international, on se rend compte qu'au fond, il y a deux mondes. Ceux qui ont été
très affectés par la pandémie, qui sont encore affectés aujourd'hui et qui sont aujourd'hui en train de gérer l'urgence d'une pandémie, qui espèrent que le vaccin va arriver très très vite pour tourner la page de cette pandémie, mais qui sont encore les deux pieds dans cette pandémie et qui gèrent le quotidien. Et puis ceux, comme les pays d'Asie par exemple, qui ont déjà passé, la pandémie est déjà derrière eux, cette crise est déjà derrière eux, et l'économie redémarre. Et ce qui est intéressant dans ce contexte, c'est qu'on a vraiment une rupture entre ce qu'on pourrait qualifier au sens large de pays occidentaux, qui sont aujourd'hui encore en train de regarder comment ils pourraient gérer cette pandémie, et les pays asiatiques qui finalement se repositionnent, s'organisent déjà, probablement plusieurs mois en avance sur les autres pays pour l'après-pandémie. Et je crois que le partenariat économique régional global qui a été signé la semaine dernière, le RCEP, entre 15 économies des pays asiatiques, traduit véritablement ça. Et véritablement cette idée qu'au fond, en Asie, on a pris un temps d'avance sur cette pandémie, qu'il est aussi temps de prendre de l'avance sur la relance économique, qu'il est aussi temps de redémarrer quelque chose. Et au fond, quoi de plus efficace que de redémarrer ça entre nous, entre pays asiatiques. Derrière ce RCEP, ce partenariat économique, il y a l'idée de créer une zone de libre-échange, peut-être à terme un marché unique, l'idée d'intégrer tous ces pays asiatiques pour travailler ensemble, des pays asiatiques où Océanie, qui sont extrêmement divers les uns des autres. L'Australie a un PIB par habitant qui avoisine les 60 000 $ par an et par habitant, quand le Cambodge ou la Birmanie ont un PIB par habitant plus autour de 1 000 $. Mais l'enjeu, il est aussi là. L'enjeu, il est aussi dans le développement de l'Asie, le développement de la consommation asiatique. Les Chinois ont cet objectif de longue date. C'était l'objectif des routes de la soie. On peut considérer que ce partenariat poursuit cet objectif-là, avec, encore une fois, un continent qui se repositionne et qui se positionne une nouvelle fois en première ligne de la mondialisation et du monde d'après Covid, pendant que les pays d'Amérique du Nord, l'Europe, ont un temps de retard sur ces questions-là. Alors on voit aussi toutes les conséquences de la politique économique menée par le président Trump, puisqu'il est très probable que ce rapprochement des pays asiatiques est une réaction aussi à ce jusqu'au boutisme et à cette violence en fait de la politique de guerre commerciale initiée par Trump, avec peut-être des pays d'Asie qui ont pris conscience qu'il était temps qu'ils prennent leur destin en main et qu'ils se sécurisent les uns avec les autres en menant des coopérations économiques. Ce qui peut être un petit peu plus inquiétant, c'est que ces conséquences, les États-Unis risquent de les payer dans les mois ou les années qui viennent, et il est bien évident que Trump n'en reconnaîtra jamais les torts.